On est parti, super, 1 heure. Et si on parlait achat, vous connaissez maintenant le rendez-vous pour un certain nombre, puisque du coup, pour certains, je vous retrouve tous les 15 jours à peu près sur des thèmes qui concernent le métier achat. Du coup, on va partir ensemble pour cette aventure. Alors, première info que je souhaite vous partager. 264 personnes inscrites, c'est le record de ce début d'année. Donc voilà, c'est le webinaire qui a attiré le plus de personnes. Ça veut dire tout simplement que le sujet vous intéresse et on va essayer de vous donner un max d'infos et de répondre à vos questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Fabrice Menlo, je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Crop & Co, dont le métier est d'aider les organisations à se développer. 3 activités, on fait du conseil en accompagnement de transformation d'orgas, on fait de la formation achat et on est un organisme certifié Calliope avec tout ce que ça veut dire. Et puis enfin, on a développé un super SI achat qui s'appelle Ocaveo et qu'on propose à nos clients qui souhaitent, disposer de solutions digitales pour travailler mieux et surtout travailler plus vite. Tout ça, vous allez le retrouver sur nos sites internet cropandco.com et ocaveo.com, pas de souci. En plus de ça, j'ai créé pour garder un peu de liberté de parole un blog qui s'appelle Apprendre les achats. Et donc lui, c'est apprendrelesachats.fr. Ce blog, vous allez pouvoir y trouver la matière des entretiens. Là, on est sur le métier. Entre guillemets, j'ai rien à vous vendre. C'est plutôt de partager toutes ces connaissances que j'ai acquises et que je partage avec vous tous depuis maintenant quelques années. Et puis enfin, je suis présent sur LinkedIn. Vous aussi, profitez-en, vous qui êtes là, pour venir se connecter, faire des demandes de connexion, parce que LinkedIn, vous le savez, c'est devenu un outil de partage et de contenu qui est assez important. Allez, voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer ? On va parler de vous, des acheteurs qui nous écoutez, des recruteurs, des recrutés. On va aussi parler de salaire, puisqu'on sait que c'est un sujet, mais de manière un peu plus large. On va parler d'emploi des acheteurs. C'est un sujet qui est devenu excessivement important dans un marché qu'on qualifie maintenant de sous tension. Ça veut dire que on a sûrement une relation entre les entreprises et les acheteurs qui s'est un petit peu équilibrée, voire même déséquilibrée dans certains endroits. Deuxièmement, on le vit tous. On voit bien que cette relation au travail, à nos métiers, elle est en train de changer, elle a un peu changé, et ça veut dire que recruter, fidéliser, faire développer, se développer dans un parcours, tous ces sujets-là, ils ont un peu évolué aussi. Et aujourd'hui, certaines entreprises n'ont pas toujours les codes. Nous-mêmes, acheteurs, on n'est pas toujours bien aussi formés sur ces sujets. Donc du coup, tout ça, on va l'évoquer ensemble. Et puis enfin, j'ai souvent des questions dans mon rôle de consultant sur le métier achat, d'acheteurs, de patrons d'achat qui m'appellent, soit pour leur propre carrière, soit dans le cadre de recrutement ou de fonctionnement d'équipe, avec des questions qui reviennent un peu pour certaines. Donc je me suis dit, on va les partager ensemble, ces questions. Comme ça, ça va nous permettre de s'enrichir et puis de se développer. Par contre, comme je vous l'ai dit, moi je vais pas être seul, parce que même si ce sujet m'intéresse énormément au plus haut point, en vérité, je ne suis pas un spécialiste du recrutement. Et donc du coup, j'ai décidé pour cette séance de faire intervenir à mes côtés Muriel Crichton, que certains connaissent puisque Muriel intervient assez régulièrement auprès notamment des équipes du MAI, mais pas que. Et donc du coup, Muriel, super, je te vois. Donc déjà, ça marche. Est-ce que tu nous entends bien ? Oui, je vous entends. Très bien, merci Fabrice. C'est génial, je suis très heureux de te retrouver. Voilà, il faut qu'on organise ces événements pour papoter un peu ensemble. Alors, on va passer 1 heure dans ce format. Peut-être avant qu'on démarre, quelques mots pour te présenter, ce que tu fais, ce que fait Charisma. Et du coup, ça permet aussi d'expliquer à ceux qui nous écoutent pourquoi on va avoir à discuter tous les deux. Ça te va bien ? Oui, très bien. Donc, bonjour à toutes et tous. Heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et merci d'abord à Fabrice d'avoir organisé ce webinaire. Et merci à vous tous d'être ici. Donc, je me présente, je m'appelle Muriel Crichton. Je gère depuis 20 ans un cabinet de recrutement qui est spécialisé en achat.
Et donc, à ce titre, je pense avoir un certain recul, mais peut-être comment je suis déjà arrivée là. En fait, j'ai travaillé moi-même dans les achats. J'ai fait le MAI il y a quelques années. Et suite au MAI, j'ai travaillé dans un premier temps dans l'aérospatiale, puisque je suis à Bordeaux. Puis chez IBM, un gros groupe où je faisais des achats corporate. Et suite à peu près 5 années dans les achats, j'ai travaillé pour un cabinet de conseil aux achats qui était à l'origine anglo-saxon, et j'ai créé avec une petite équipe la branche française de ce cabinet de conseil qui s'appelle aujourd'hui Bayo et qui est basée à Paris. Et donc dans cette expérience, j'ai eu un rôle très polyvalent, puisque c'était en fait la mise en place de cette branche française, donc c'était en mode start-up. Et j'ai donc touché un peu à beaucoup de domaines, donc que ce soit la communication, que ce soit mettre en place des offres, que ce soit travailler avec l'équipe sur des outils, que ce soit les salaires des personnes, donc bien sûr en binôme avec la comptabilité. Et puis, j'ai fait beaucoup de recrutement, notamment des consultants aux achats. Et donc, c'est cette expérience très polyvalente d'une start-up, plus le goût pour le recrutement, plus la connaissance des achats, qui ont fait que j'ai eu l'idée de créer ma propre structure, donc dans le domaine du recrutement aux achats. Il faut dire que j'étais aussi bien conseillée par mon mari, qui est aussi dans les achats, et qu'on savait qu'il y avait un besoin énorme d'acheteurs et que les entreprises avaient beaucoup de mal à recruter parce que c'est un métier qui est très riche aujourd'hui, qu'il fallait des compétences particulières et qu'elles avaient du mal à trouver des bonnes personnes. Donc, on était là, nous, pour les aider à trouver ces fameuses bonnes personnes. Voilà. Super. On va y revenir, Muriel. Merci à toi. J'avais prévu de pas saluer l'ami Gordon, mais ça aurait été impossible dans une heure. Donc, tu lui feras un gros clin d'œil et tu lui diras que j'ai mis un fond d'écran de couleur rouge. Je sais que le rouge pour Gordon, ça veut dire red, et du coup, il aura tout compris. J'ai pas mis de vert aujourd'hui derrière moi. Allez, alors, on va démarrer 3 temps sur le webinaire, comme à chaque fois. Premier temps, on va revenir avec Muriel sur le marché de l'emploi achat. Quand on parle de ce marché de l'emploi, qu'est-ce que ça veut dire côté achat, de quoi on parle? Et donc, on va revenir sur ce point. Deuxièmement, j'ai demandé à Muriel qu'elle réfléchisse à nous parler de la situation de ce que j'appelle des candidats. Voilà, si je suis moi candidat aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle voit en termes de fonctionnement, de pratiques, de bonnes pratiques, de mauvaises pratiques. Et puis aussi, bien sûr, puisqu'elle les accompagne, comment tout ça est opéré par les recruteurs. Et là aussi, quand on a préparé cette séquence tous les deux, elle m'a parlé de choses qui sont super, des côtés des recruteurs qui ont compris que ça avait changé, mais aussi elle m'a encore cité peut-être des exemples qui sont pas super et qui rendent des fois la vie un peu compliquée quand il faut recruter. Donc le deuxième temps de notre échange, ça sera tourné vers les candidats et les recruteurs. Et puis enfin, comme à chaque fois, en fin de séance, on essaiera d'identifier les quelques points, les tips, les points importants qu'on va conserver de cet entretien pour que vous puissiez, écoutez, si vous cherchez à vous faire recruter, vous améliorer. Si vous recrutez, à comprendre ce que va nous dire Muriel. Voilà. Ensuite, je vous rappelle que Muriel et moi-même sommes sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à vous connecter à elle, parce que c'est important de poursuivre les échanges. Et puis, à tout moment, on est à votre dispo. Vous n'oubliez pas, pour les derniers qui viennent de nous rejoindre, l'onglet questions. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et on essaiera d'y répondre. Avant qu'on démarre, j'avais préparé un petit sondage parce que du coup, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu où vous en êtes. Et donc du coup, on va publier ce premier sondage. Hop. Du coup, je pense que vous devez le voir à l'écran. J'espère en tous les cas. Et vous pouvez voter. Ce qu'on veut voir ici un petit peu, c'est
Parce que quand vous vous inscrivez à un webinaire, il faut savoir que nous, on ne sait rien de vous. On a juste votre adresse mail, des fois votre nom et votre prénom, des fois on a Toto ou XXX. Et donc du coup, on veut juste savoir un petit peu, parce que ça va nous aider aussi un petit peu avec Muriel, à voir un petit peu, peut-être pas quel âge vous avez, mais en termes de relation dans le poste, depuis quand vous êtes dans le poste. Ce qu'on est en train de voir, c'est que on a un gros tiers de ceux qui nous écoutent qui ont, ouais, allez, on va dire que même on peut dire qu'il y a 70% de ceux qui nous écoutent qui sont depuis moins de 5 ans dans les achats. Donc, ils sont vraiment dans ce début de parcours. Moins d'un an, 31%. Entre 1 an et 5 ans, 36%. Voilà. Après, on a des personnes un peu plus expérimentées. On a des personnes, une vingtaine de pourcents pour les plus de 10 ans. Et puis, une dizaine de pourcents de personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas de poste pour tout un tas de raisons. Et donc, du coup, c'est important aussi qu'on les oublie pas dans nos échanges. Voilà, Muriel, pour démarrer. Alors, la première question que moi je voulais un peu te poser, c'est toi aujourd'hui, comment tu regardes cette situation de l'emploi pour les acheteurs? Qu'est-ce que tu aurais à nous partager de ce que tu vois aujourd'hui? En fait, moi je crois qu'aujourd'hui, on est dans un contexte très favorable en fait pour les acheteurs. Il n'a jamais été aussi bon. Parce que les choses ont vraiment évolué dans le bon sens pour eux. Autrefois, en fait, les acheteurs, en tant que candidats, alors première chose peut-être que j'aimerais dire, c'est que moi je suis à l'interface en fait entre des candidats qui cherchent un emploi et des recruteurs qui cherchent de bons acheteurs. Donc j'ai une vision objective et en aucun cas je vais essayer de prendre parti pour l'un ou l'autre. Je vais juste dire, moi voilà comment je vois les choses. Et essayer d'être la plus neutre possible et la plus objective. Donc, je n'essaye pas de favoriser les uns ou les autres. Moi, j'essaie de faire en sorte que les deux se rencontrent et que les objectifs des uns rencontrent les objectifs des autres. Voilà. Donc, ceci étant dit, on est dans un contexte aujourd'hui qui est clairement favorable aux acheteurs. Moi, j'ai vu dans les dernières années, dans les dernières 20 années, le marché, il a évolué en fonction des périodes économiques et le marché le métier de l'acheteur s'est beaucoup enrichi parce qu'il a pris de multiples facettes, notamment par rapport à l'environnement où l'acheteur est en plein dans ces problématiques-là. Donc, le métier s'est enrichi. Donc, ça veut dire qu'il a fallu des acheteurs de plus en plus solides, tant en termes de personnalité qu'en termes de personnalité. Donc, ça veut dire que les exigences des recruteurs, elles étaient très élevées. Donc, moi, de tout temps, j'ai été confrontée à des exigences très élevées parce que c'est difficile de trouver sur le marché des acheteurs qui ont toutes ces compétences-là. C'est un petit peu ce qu'on appelle le contact. Et donc, de tout temps, je ne vais pas dire, de tout temps, le métier, il est difficile, parce que c'est aussi une histoire de timing, on en reparlera. D'accord. Mais donc, tu dis, premier message, un contexte favorable plutôt pour les acheteurs, ça veut dire qu'il y a du besoin des entreprises, des organisations. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'avant, les acheteurs devaient s'adapter à ces exigences très élevées des recruteurs. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont les recruteurs qui sont obligés de s'adapter aux exigences des candidats aussi. Et ça, on va en parler. Donc, D'accord. Donc ça aussi, c'est une info importante. Ça veut dire qu'en effet, avant, le recruteur décrivait son besoin. Il avait besoin de ça, mais il demandait ça. Et du coup, il y avait une espèce de course à l'échalote avec des acheteurs qui essayaient de satisfaire les besoins du recruteur. Ce que tu dis, c'est que tout ça, ça s'est inversé et que maintenant, il y a des attentes plus exprimées, plus volontaires. Et comme il y a du job en clair, c'est comme ça qu'on va le dire aussi, eh bien, les recruteurs sont obligés un petit peu d'adapter, de composer. D'accord. De s'adapter à ce nouveau contexte et à ces nouveaux objectifs des candidats. Et on va parler de on va y revenir. Ok, ça c'est une info importante. Et ça veut dire que toi comme moi qui regardons un petit peu ce métier, j'allais dire depuis maintenant quelques années, ça tu dis c'est vraiment nouveau. Et ça a changé quand pour toi? C'est récent?
C'est très récent, en fait, c'est les effets du Covid, en fait. Vous n'êtes pas sans ignorer tout ce que le Covid a créé un phénomène que les Anglais appellent Great Resignation, donc c'est la grande démission. Et en fait, pendant le Covid, le métier a été rendu beaucoup plus difficile parce que c'était difficile de s'approvisionner, parce que les fournisseurs voulaient augmenter leurs prix et à l'inverse, les clients hausse, donc les acheteurs se trouvaient entre les deux. Donc ils ont été malmenés dans la plupart des entreprises, ils ont vécu des situations très difficiles. Et tout ça a fait que les gens se sont posé des questions sur leur métier, se sont posé des questions sur la finalité de leur poste aussi. Et aujourd'hui, les jeunes se posent beaucoup ces questions sur à quoi sert mon poste. Et donc, comme le métier aussi était difficile, ça a amené à des burn-out aussi. Il y a eu pas mal de burn-out. Et plus le fait qu'on se remet en question et qu'on se dit est-ce que j'aurais pas intérêt à chercher un autre poste dans carrément un autre domaine. Et pour ça, les médias l'ont répercuté. On a bien compris qu'on a vu par exemple des informaticiens qui se retrouvaient boulangers, enfin n'importe quoi, mais voilà, ce genre de choses. Et les acheteurs n'ont pas échappé à ça. Et donc, il y a eu des postes qui se sont retrouvés vacants puisque les gens partaient. Donc, moi, j'ai jamais eu autant de travail que cette année, en fait, parce que j'avais à trouver des gens pour combler des personnes qui étaient parties. Et donc, du coup, Muriel, est-ce que tu as recruté? Est-ce que la recruteuse a recruté? Oui. Alors, j'ai recruté, mais c'est compliqué. D'accord. Plus compliqué que jamais, parce que, en fait, les candidats sont devenus, suite au Covid, beaucoup plus exigeants. Alors, ils regardent, paradoxalement, ils regardent la localisation. Ils ne regardent pas l'entreprise en premier. Quand on publie un poste, ils ne vont pas chercher ce que c'est cette entreprise, qu'elle fait, les produits, où elle va, etc. Ils regardent où c'est, avant tout. Alors, tu sais que je t'avais dit. Mais c'est encore pire maintenant. Je t'avais dit, on va papoter tous les deux, mais comme ils sont 200 à nous écouter, ils vont poser des questions. Ça commence, et celui qui ouvre le feu, c'est le sniper de Bordeaux, Gabriel, que je salue au passage. Et Gabriel, il nous pose la question, est-ce que le constat qui porte sur la relation entre justement les employeurs, les recruteurs et les candidats, est-ce que ça tient compte de la localisation géographique? Voilà. Est-ce qu'en fin de compte, est-ce que tu as pu remarquer que ça avait un impact? Alors, est-ce que la question derrière de Gabriel, c'est de dire la localisation, je ne sais pas si c'est de la thématique du télétravail ou c'est plutôt de se dire est-ce que ce que tu rencontres, c'est valable pour les grandes villes françaises ou alors en fin de compte, quels que soient les secteurs ou les lieux, c'est la même chose? Tu as pu remarquer des différences? Je crois que d'une manière générale, le candidat regarde où le poste est placé pour des raisons d'attractivité de l'endroit, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les objectifs des personnes, de manière générale, ont changé. C'est-à-dire, avant, on mettait le travail en premier, la famille en premier, le travail en deuxième, et maintenant, on tend à mettre encore plus de choses avant le travail. Donc, les amis viennent, la famille et les loisirs. Donc, tout ça vient carrément avant le travail. Ça, c'est complètement différent d'avant. Avant, on cherchait un travail pour gagner de l'argent. Maintenant, on cherche un travail qui va pouvoir faire concilier la vie pro et la vie perso. C'est complètement différent. Donc, le rapport au travail a changé. On veut un bon équilibre de vie. On veut donner un sens à sa vie. On veut que le poste ait un sens, une finalité. Donc, ça veut dire que les acheteurs aujourd'hui, ce que tu nous dis, c'est que en fin de compte, le poste qu'ils vont occuper, c'est peut-être plus le sujet prioritaire. C'est que du coup, ce poste, il va servir. Il va servir à être heureux. Et à être heureux. D'accord. Voilà. Du coup, ça, c'est l'info de la journée. Les acheteurs, ils veulent être heureux, quoi. C'est ça le truc. Je pense que tout le monde aspire à être heureux et je pense que c'est normal. Mais le paradoxe, c'est que en fait, ils veulent un peu tout. On peut pas avoir un bon salaire et puis
que ce soit au bon endroit et qu'il ne pleuve pas, etc. D'accord. Donc, il y a une gestion de consensus. Alors du coup, on vient sur cette deuxième partie, qui est de dire aujourd'hui, on va commencer par parler peut-être des recruteurs. On va pour l'instant oublier un peu les acheteurs. On va se dire aujourd'hui, quand on recrute, pour ceux qui nous écoutent, là, je sais que certains directeurs achats avec qui j'ai discuté il y a quelques jours sont dans cette phase de recrutement. Alors on verra après un petit peu peut-être si je me fais accompagner d'un chasseur, d'un recruteur, les offres d'emploi, tout ça. Mais déjà avant même d'en être là, je suis directeur achat, j'ai besoin de renforcer mon équipe. Du coup, quelles sont les questions à me poser avant que j'aille chercher ce candidat, et on verra après comment on va le chercher. Mais déjà, c'est quoi les points essentiels sur lesquels il faut que j'apporte des réponses claires aux candidats. Et une fois encore, et pour terminer, pour celles qui sont un peu plus vieilles, des personnes qui nous écoutent comme moi, j'allais dire que c'est vrai à l'époque. Nous, ce qui nous intéressait, c'était quand même le salaire et puis un petit peu la fiche de poste. Si c'était dans une belle entreprise, on était content parce que on parlait de plan de carrière. On sait qu'aujourd'hui, tout ça, ça a disparu. Du coup, qu'est-ce que les recruteurs doivent mettre en avant s'ils veulent bien recruter? Déjà, moi, je crois que le maître mot, c'est donner envie. Parce qu'il faut savoir que les candidats, les bons candidats, bien sûr, les bons candidats comme vous êtes tous, ils vont avoir plusieurs pistes aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, le marché s'est transformé et les bons candidats ont plusieurs offres. Donc, il s'agit pour les entreprises d'être plus attractifs que ses voisins. D'accord? Et donc, ça veut dire que dès le début, dès les premières impressions que vous pouvez donner, il faut que ça envoie des bons signaux. Déjà, l'offre, il faut qu'elle soit attractive. Il faut que le premier coup de téléphone que vous allez avoir, oui, avec le candidat, il faut que vous lui donniez envie, il faut lui donner l'eau à la bouche. Il faut décrire le contexte, et c'est ce qu'on est en train de faire, hein, décrire. Moi, je crois beaucoup à ça, c'est avoir ce que appelle mon mari la big picture. C'est expliquer la culture d'entreprise, où vous allez vous trouver, dans quel contexte vous allez vous trouver, quelle est la culture de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fabrique, quel est notre projet d'entreprise, où on veut aller, quels sont nos gros challenges aujourd'hui, quel est notre état d'esprit, comment on fonctionne, comment on booste nos équipes. Enfin, il y a beaucoup de côté managérial qui n'est pas toujours donné dès le début. En fait, j'ai l'impression que les recruteurs, ils doivent vraiment remplir un espèce de cahier des charges en termes de compétences métiers, mais ils oublient que ils ont en face d'eux des êtres humains qui sont dans le contexte sociétal qu'on a décrit tout à l'heure, avec des idéaux, et il faut. C'est intéressant ce que tu dis, parce que une fois encore, en n'étant pas un spécialiste comme toi, tu peux l'être. Le recrutement, on est souvent nous confrontés à ces sujets, et du coup j'aimerais bien vous entendre, là, ceux qui nous écoutent, ou vous lire. Est-ce que vous confirmez qu'aujourd'hui, alors pour soit les candidats qui ont candidaté, soit les recruteurs, qu'on est un peu victime de cette fiche de poste où on est dans ce qu'on attend de l'acheteur, les catégories, etc., mais qu'on oublie un peu, moi je le dis avec mes mots, Muriel, de raconter l'histoire. C'est de dire on va passer du temps ensemble, on est des hommes et des femmes, on vit sur cette planète, et du coup, qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble professionnellement? Ça, tu dis, c'est des bonnes pratiques, mais c'est pas toujours fait. Est-ce que vous partagez, là, ceux qui nous écoutaient, là, du coup, voilà, si vous avez à vivre des choses, est-ce que vous confirmez qu'on est plutôt focus sur le job? Alors, Delphine nous dit, c'est le truc. En plus, ce que j'entends dans les mots de Muriel, c'est que c'est le truc surtout. Il est pas en plus, parce que s'il est pas là, j'ai le sentiment que les bons acheteurs qui nous écoutent et qui sont en train d'être recrutés, ils vont orienter leur choix, Muriel, c'est ce que tu dis, vers des entreprises qui leur donnent un cadre un peu plus large, tout simplement. Oui, tout à fait. Okay. Je pense que les premières impressions que les recruteurs doivent donner doivent être bonnes dès le début. Et c'est comme nous, les candidats, en tant que recruteur, quand on juge un candidat, la première impression qu'il donne est aussi super importante. C'est une histoire de culture fit. Et donc voilà, mon premier conseil aux entreprises, c'est ça. C'est de ne pas être trop abrupt, parce qu'en fait, avant, c'était comme ça. Et je pense que les candidats le sentaient comme ça, c'est-à-dire on ne prenait même pas la peine de répondre aux candidats.
Et donc, il y a une espèce de boomerang qui leur retourne dedans maintenant aux recruteurs. Et maintenant, les candidats leur font la même chose. Ok, alors, c'est comme une nouvelle. C'est intéressant parce que Christine, elle va exactement dans ton sens. Christine nous dit, pour avoir passé plusieurs entretiens depuis quelques semaines, donc Christine est en situation d'être recrutée, messieurs les recruteurs qui nous écoutent, on reste plus sur la fiche de poste que sur l'environnement. Hein. Donc du coup, c'est qu'est-ce que je vais faire, mais avec qui je vais le faire, pourquoi je vais le faire, du coup, c'est peut-être moins abordé. Donc ça, Christine nous confirme. Alors, on a une question de Alexis, qui est étudiant au MAI. C'est pas mal, Alexis, d'être étudiant au MAI, mais c'est pas tout. C'est que le début. C'est un bon début, mais c'est pas tout. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Même en tant qu'étudiant au MAI, je vois que beaucoup ne placent pas le travail très haut dans leurs priorités. Mais est-ce que les personnes hyper motivées, très carriéristes et qui passent le travail en premier dans leurs priorités sont ou seront des profils plus recherchés et mieux payés? En fin de compte, comment, toi qui recrutes, tu regardes le jeune super ambitieux et carriériste, quelquefois, en sachant que carriériste, c'est pas un mauvais mot, mais qu'est-ce que tu dis à Alexis? Il a tout à fait raison. Je pense que nous, côté recruteurs, on va vers des gens qui, ce qu'on appelle, ont la niaque. C'est-à-dire qu'on va tout de suite voir qu'ils sont ambitieux. Bon, d'abord, sans parler d'ambition, mais dans leur attitude, qui sont pleins d'énergie, qui voient en quoi consiste le poste, qui ont compris quelle était l'entreprise, qui ont compris quelle était la culture d'entreprise. Et ça, c'est des motivations, en fait. Donc, bien sûr, on va aller vers des gens qui sont motivés. Et en fait, aujourd'hui, chez les candidats, c'est cette motivation, cette niaque, parfois, hein, pas toujours. Et donc, bien entendu, on va aller vers des gens qui l'ont, cette niaque, bien entendu. Et, alors, on est sur l'emploi, sur les acheteurs, sur les recruteurs. J'ai peur, Muriel, que tout ce qu'on avait préparé, on l'adapte un petit peu, mais c'est pas grave. On a encore un peu de temps pour partager. Question ou remarque de Alan qui nous dit: quel est votre retour d'expérience sur le passage de plus en plus de profils, on va qualifier de salariés, sûrement ce qu'il a voulu dire, au statut d'indépendant, notamment sur certaines catégories de dépenses. Alors là, il nous cite l'IT ou le marketing communication. Est-ce que toi aussi, quand tu es avec les recruteurs, ils te disent qu'ils veulent plutôt des salariés s'ils recrutent, mais comment tu vois, moi je vous donnerai après un peu aussi le retour que je vois, mais peut-être déjà toi en premier. Comment tu vois ce passage? Est-ce que tu as de plus en plus de gens qui te parlent de cette envie d'être indépendant? Moi, ce que je constate, c'est que beaucoup de gens qui en fait ont voulu créer leur entreprise, finalement veulent revenir aux achats, avoir un poste normal, on va dire, parce que c'est compliqué d'avoir son entreprise. Tu le sais très bien, Fabrice, de pouvoir faire vivre, je crois que tu as une quinzaine de personnes dans ton équipe, il faut beaucoup travailler, et il faut sans cesse, on n'a pas beaucoup de temps pour soi, et puis il faut que ça rentre l'argent pour payer les gens. Donc c'est un autre état d'esprit, ça n'a rien à voir avec être salarié, où ça tombe tranquillement tous les mois, rien à voir. Et donc moi je constate que beaucoup de gens reviennent. Je pense qu'il y a, pour répondre à la question d'Alan, il y a plusieurs choses. Premièrement, quand vous dites indépendant, en vérité, un freelance, il n'est pas tellement indépendant, parce que du coup, il dépend de plein de choses, de ses clients, de ses donneurs d'ordre, etc. Moi, je crois que si on veut faire ça, ça veut dire qu'on veut être entrepreneur. Et ça veut dire que du coup, il faut avoir des qualités d'entrepreneur, c'est-à-dire accepter de prendre des risques, accepter quelquefois de se tromper, accepter de ne pas savoir ce qui va se passer dans 6 mois, accepter de ne pas savoir si on aura des congés, si on aura suffisamment d'argent, ce qui est absolument différent, fondamentalement différent d'un salarié qui, lui, bien sûr, n'a pas tout à fait ce même regard. Alors après, il y a aussi des salariés qui sont en zone, on va dire, inconfortable ou incertaine dans des entreprises qui vont pas bien. Mais globalement, c'est quand même très différent. Et deuxièmement, et ça c'est la chose, alors pour répondre à votre question, oui, allez-y. Si vous avez des envies, des choses à partager, etc., vous pouvez y aller. Mais n'oubliez jamais que la qualité essentielle que vous allez devoir faire quand vous allez être entrepreneur, et Muriel le sait bien, c'est une qualité de vente. Voilà, ne me dites pas comme souvent, je suis super acheteur, j'ai fait ça pendant 25 ans dans un grand groupe, donc forcément, tous les gens vont vouloir travailler avec moi. Non, parce qu'il va falloir
vous vendre, voilà, et vous le savez comme moi, acheter et vendre, c'est des métiers différents. Et peut-être que vous êtes un bon acheteur, mais peut-être que vous ne serez pas un très bon vendeur, même si on dit tout le temps qu'il faut vendre les achats quand on est acheteur. Donc, c'est une bonne idée. Les entreprises n'hésitent plus, comme à une époque, de prendre des prestataires, vous le savez, hein, vous-même dans ces catégories. Donc ça marche, mais il faut être un bon vendeur. Et puis après, gérer son entreprise. Si on est tout seul, il va falloir apprendre, quand on n'a pas de travail, à avoir mis un petit peu d'argent de côté. Quand on a plein d'activités, à quand même continuer à faire un peu de commerce. Bref, on fera un webinaire sur ces sujets. Alors, je continue parce que je veux profiter vraiment à fond de la présence de Muriel. Luc, question de Luc. Certains recruteurs bypassent des bons profils car le profil n'a pas exercé spécifiquement dans la catégorie recherchée. Oui. Par exemple, 10 ans en tout analysé par le recruteur ainsi, 5 ans en facilities management, 5 ans en communication. Par définition, un bon acheteur doit savoir tout acheter. Comment tu regardes, toi, ces CV? On te dit, je veux un spécialiste du packaging et moi, j'ai super envie de bosser chez L'Oréal, mais je ne suis pas spécialiste du packaging. Est-ce que j'ai une chance avec toi que tu retiennes mon dossier? Alors, je suis tout à fait d'accord avec Luc. Si c'est Luc qui a parlé, c'est ça? C'est Luc, exact. Ouais. Parce que moi, je ne vois pas les noms, désolé. Ouais, c'est mon privilège. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'on n'a pas besoin d'être ingénieur en packaging ou même d'avoir acheté du packaging pour prendre ces postes-là. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense que c'est complètement en train d'évoluer. Moi, j'ai toujours préconisé le fait que quelqu'un qui a acheté d'une manière générale pourra s'adapter à n'importe quelle catégorie parce que le métier reste le même. On a toujours préconisé ça. Par contre, c'est vrai que pendant longtemps, les recruteurs étaient assez bornés par rapport à ça. Donc, par exemple, pour faire de l'agro, ils voulaient un ingénieur agro. Pour faire du packaging, il fallait un ingénieur packaging. Pour faire du technique, il fallait un ingénieur technique. Mais ça a complètement changé. D'ailleurs, on a fait un post dans ce sens-là sur LinkedIn qui explique que, heureusement, c'est en train de changer et qu'on est en train d'adopter une démarche beaucoup plus anglo-saxonne. On va d'abord regarder les compétences et la manière d'être plus que l'expérience d'un certain domaine et plus qu'un diplôme, parce que ça aussi, les diplômes ont un poids énorme en France. Alors, ça tombe bien. Hop, parce que du coup, comme il y a beaucoup de questions qui sont en train d'arriver, j'ai peur qu'on en oublie. C'est une question, alors attends voir, je vais la chercher sur le diplôme, tiens, une question de Céline. Je fais un petit coucou à Céline. Cette belle région dijonnaise. Céline, quelle différence faites-vous entre un acheteur diplômé et un acheteur autodidacte? Du coup, est-ce que ce diplôme dont on parle beaucoup en France, ça reste le passeport? Comment tu vois ça? C'est encore indéniablement un poids énorme, mais c'est en train de changer justement parce que les gens commencent à se rendre compte que, en fait, que des personnes peuvent être très bien si elles ont été formées sur le terrain. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire d'ailleurs dans mon introduction. Moi, je me suis formée sur le terrain dans le recrutement. Ouais. J'ai pas fait d'école de recrutement. On apprend sur le tas. Et c'est pareil pour les acheteurs. Mais malheureusement, c'est vrai encore, on va mettre les diplômes. Quand on regarde un CV, les gens vont être influencés par le diplôme. Bon, tant mieux pour les masters achats. Mais et tant mieux pour ceux qui vont faire ce master parce que dans certains cas, ils doublent leur salaire en ayant fait ce master. Mais par contre, c'est franchement regrettable parce que moi, je vois des gens que je place dans une même entreprise. Celui qui se sera formé sur le terrain et qui n'aura pas le diplôme, le bon diplôme achat, il va être moins bien payé qu'un jeune sortant qui a fait un diplôme achat. Ouais. Bon, on sait que c'est un sujet, on sait que ça va peut-être changer, mais clairement, ça reste le terrain de jeu de la France. En tous les cas, au moins, je ne connais pas suffisamment ce qui se passe à l'international, mais en France, il est clair que voilà, ce fameux bac plus 5, il continue à avoir beaucoup. Voilà. Il y a des grilles, ils sont dans des grilles, et des fois, on perd de très très bons candidats juste pour 2 ou 3 cas euros. Ouais. D'ailleurs, Sylvie, on va parler des achats publics juste après, mais Sylvie nous dit « Je confirme que je me bats depuis 10 ans pour faire reconnaître mes compétences car je suis autodidacte.
Je sens bien que les choses évoluent tout doucement. Elle a raison, Sylvie, c'est-à-dire que 10 ans, diantre, c'est une belle expérience. Elle a vécu plein d'aventures, elle s'est sûrement sourcé des fournisseurs, mené des négociations, elle a vécu plein de choses. Et pour autant, du coup, tous les jours, ça bataille parce que il faut reconnaître ses compétences. Alors, il y a la VAE, il y a plein de choses qui existent. Mais chaque fois que vous aurez l'opportunité d'aller chercher de la formation, continuer à apprendre et de la formation diplômante, ça va vous aider à vous mettre sur ce parcours-là, ça c'est sûr. Question, alors je la reprends, je l'ai vu passer tout à l'heure parce que c'est vrai que on intervient, on a beaucoup réagi par rapport à ce qu'il faut faire. Est-ce que on va parler des achats dans l'univers public? C'est un terrain sur lequel tu interviens de temps en temps, peut-être un petit peu moins. Comment tu vois les choses? Alors, je ne peux pas dire que ce soit un domaine que je connais. J'ai déjà eu des missions dans le public. Ouais. Je sais que c'est en plein développement. Et je sais que ça obéit, comme vous savez, à des règles assez strictes. Mais je sais que les gens qui sont passés par ces domaines-là sont très contents parce que c'est très, très formateur. Par contre, on n'a pas sans ignorer aussi que c'est un peu moins payé que le privé. Ouais. Et donc, par ça attire moins de gens. Mais c'est un domaine qui, par exemple, je travaille dans des postes dans des hôpitaux, pardon. Et je pense que c'est très... je connais beaucoup de gens qui sont contents dans ce domaine-là parce que on travaille pour un hôpital, on travaille pour des bonnes causes, en fait. Donc, alors, moi je peux en parler un peu parce que nous on a beaucoup de clients dans l'univers public. Moi je vois plein de choses qui sont intéressantes. Après, on va se dire aussi un peu la vérité. Oui, la dimension du salaire, elle est un petit peu plus compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y a des logiques de classification, de cadres. Voilà. Donc quand on sort un peu de ces cadres-là, c'est plus compliqué. En clair, si votre volonté c'est d'avoir une rémunération importante et qui bouge souvent, c'est clair qu'il ne faut pas aller tout de suite dans l'univers public. Ça sera plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, c'est plus compliqué. Deuxièmement, moi je crois aussi que les personnes qui vont dans l'univers public, il faut pas l'oublier, c'est que le public, c'est le public, c'est-à-dire qu'on est au service du public et que de travailler dans un hôpital, moi j'ai excessivement de très belles histoires d'acheteurs à l'hôpital pendant le Covid qui se sont démenés comme on peut pas l'imaginer pour aller chercher des produits, approvisionner des masques, faire fonctionner l'hôpital, parce que derrière cet hôpital, il y avait des patients, il y avait des gens qui étaient en souffrance. Et donc du coup, il y a quand même toujours une fibre. Si je travaille dans un univers public, si je travaille dans une collectivité, il y a ça. Et si ça, vous l'avez pas, c'est pareil, vous irez pas dans cet univers public. Et puis après, au niveau du métier, le troisième point, c'est que oui, il y a un code de la commande publique, mais vous savez, le code de la commande publique, c'est simplement un processus achat très vertueux. On ne travaille que sur des dossiers qui ont été identifiés, programmés. On a un appel à la concurrence le plus large possible. Si on a un dossier qui est mal foutu, ça tombe par terre, alors que dans le privé, un dossier qui est mal foutu, on ratatouille un peu sur l'appel d'offres et on finit par y arriver. Donc voilà, le code, c'est plutôt, je trouve, une belle garantie d'un bon respect du processus et on négocie dans le public. Et moi, je vois des super pratiques. Donc, tombez pas dans la caricature. Il n'y a que dans le privé qu'on voit les belles pratiques. Non, on a des mauvaises pratiques et dans le public, on en a des bonnes. Mais il est vrai que la rémunération, voilà. Après, moi, je vois aussi des gens qui veulent retourner vivre dans des endroits où ils sont nés. Donc là, l'univers public, des fois, il peut vous aider à vous retrouver. Donc, ça va dépendre de vos priorités. Mais c'est sûr que si c'est la monnaie, la priorité, peut-être qu'il ne faut pas aller dans le public. Ça sera un peu plus compliqué. Ensuite, Muriel, question de Gabriel. Est-ce qu'on passe facilement du secteur privé au secteur public et réciproquement? C'est-à-dire qu'on voit des exemples du privé vers le public. Gabriel nous dit c'est presque impossible de faire l'inverse. Quand on est dans le public, c'est compliqué d'aller vers le privé. Tu confirmes? Non. Enfin, peut-être lui, il a vécu ça comme ça. Mais moi, quand je vois quelqu'un qui est passé par le public, ça m'envoie de très bons signaux de rigueur. Parce que c'est les bonnes pratiques. Et bon, d'accord, c'est peut-être pas le même état d'esprit. Ouais. Mais encore une fois, c'est une question de personne, c'est une question de niaque, c'est une question de motivation. Oui. Si on veut, on y arrive. C'est une question de parcours. Je vous rappelle que vous allez travailler longtemps.
encore un petit peu plus longtemps depuis quelques semaines. Et donc, du coup, quand vous allez choisir un parcours, c'est pas pour y faire forcément 20 ans ou 25 ans. Luc, il confirme ce qu'on vient de dire. J'ai beaucoup travaillé dans le secteur public. C'est en plein développement. Ça, je vous le confirme, moi qui fais du conseil et du logiciel. Et on a beaucoup de clients dans l'univers public. Et il y a plein de belles histoires qui sont en train de s'écrire. Vous le savez. C'est en plein développement. Et au niveau du salaire, ça ne suit pas du tout le privé. C'est ce qu'on vient de se dire. Par contre, c'est très formateur, nous dit Luc, en termes de process et d'organisation. C'est ce que tu dis. Quelqu'un qui travaille dans le public, généralement, il a une dimension sur le métier qui peut être assez rigoureuse. Muriel, je propose de prendre des questions un petit peu. On reviendra à ce qu'on avait préparé, mais on va s'adapter. Alors, Papa Djibril nous dit la chose suivante. Les achats sont-elles une fonction montante aux USA comme en France? Est-ce que tu as des infos sur ce qui se passe dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis? Alors, il nous dit, je voulais m'inscrire, mais la plupart des universités ne proposent pas la formation, c'est Supply Chain Management. Alors après, il faut faire attention au marketing des universités. Regardez surtout le programme et les intervenants. Mais Supply Chain, les achats, on est dans cette Supply Chain, c'est pas choquant. Les États-Unis, Muriel, est-ce que tu sais des choses sur un peu ce qui s'y passe? En fait, les États-Unis, le marché il est beaucoup plus approvisionnement et beaucoup moins achat stratégique, c'est ce qui se dit. Et donc, on a la chance en France d'être dans un pays où les achats sont très bien considérés, parce que c'est pas et où il y a des bonnes écoles d'acheteurs. C'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Dans de nombreux pays, par exemple en Suisse, ils ne trouvent pas de candidats, il n'y a pas d'acheteurs. Angleterre, il n'y a pas autant d'écoles. Là, des pays comme l'Inde sont en train de vouloir monter des écoles d'achat. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est pas du tout la même mentalité. Les achats sont vus comme une fonction de support, point. Ils ne sont pas du tout aussi intégrés dans les projets d'entreprise, comme nous on peut l'être, où par exemple le développement durable est au cœur de la vie des achats, et tant sur des considérations de décarbonation, que le packaging, on essaie de faire du biodégradable, et c'est aussi du sociétal, c'est-à-dire faire en sorte que les fournisseurs, qu'on prenne en considération les fournisseurs, qu'on les fasse travailler avec nous sur l'innovation et qu'on fasse attention au fait qu'ils perdurent. Muriel, il faut que je t'interrompe. Ils sont en train de s'impatienter. On a dit qu'on allait parler de salaire. Baptiste, il commence à nous demander. Avant qu'on réponde à la question de Baptiste, Axel, pouvez-vous donner votre avis sur les postes dans les cabinets d'achat pour les profils en sortie d'école? Est-ce une bonne idée ou vaut mieux-il commencer par une entreprise? On sait qu'il y a beaucoup de boîtes de conseil, de délégations. Qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce qu'on va dans ces boîtes parce qu'on va se retrouver dans un poste et puis après peut-être autre poste? C'est une question qu'on me pose énormément souvent, très souvent. Et en fait, mon expérience de cabinet de conseil, donc j'ai moi-même travaillé pour un cabinet de conseil, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui sont très bien réputés, d'autres moins. Il y en a qui payent très bien, d'autres moins. Il y en a où on vous utilise un petit peu pour remplacer un trou dans les entreprises, d'autres où vous faites partie d'une équipe et vous participez à la stratégie dès le départ. Donc, en fait, ça dépend vraiment des cabinets et ça dépend complètement de votre état d'esprit, votre façon d'être. Parce que pour être consultant, il faut aimer travailler assez souvent seul. Vous ne travaillez pas en équipe, vous êtes chez le client. Donc, il faut faire pour le client. Il faut savoir que vous n'êtes pas complètement intégré chez le client. Vous avez l'étiquette consultant. Donc, pour ceux qui aiment être dans une ambiance où on se sent appartenir à un groupe, il ne faut pas aller là. Si on n'aime pas créer des outils, si on n'aime pas s'exposer, parler, vendre ce qu'on fait, il ne faut pas aller là non plus. C'est une question complètement de personnalité, de ressenti, comment on est. Il y en a qui ont ça dans le sang dès le départ et qui vont réussir là-dedans. Puis il y en a d'autres qui vont être malheureux. Voilà, une fois encore, alignez-vous avec ce que vous êtes pour voir si vous allez être à l'aise. On va arriver sur la partie importante. On avait dit qu'on évoquerait la notion de salaire. Baptiste, il nous pose la question. Peut-on évoquer des chiffres concrets avec des tranches s'agissant du salaire brut annuel des acheteurs entre un débutant, quelqu'un qui est expérimenté
Et donc, du coup, voilà, peut-être 4-5 ans d'expérience. Et puis, quelqu'un qui a plutôt un rôle managérial. Est-ce que, après, une fois encore, on sait la question, elle est toujours un peu compliquée parce qu'il y a tellement d'hétérogénéité. Mais est-ce que quand même, on se dit, voilà, un jeune qui sort aujourd'hui formé Bac plus 5, est-ce que tu peux nous donner des points de repère sur ce qu'il peut aller chercher en termes de salaire annuel brut, je répète? D'accord. Alors, petit préambule, en fonction des secteurs d'activité, on a parlé notamment tout à l'heure, les choses peuvent être complètement différentes d'un secteur à l'autre. Donc, généralement, on sait que le secteur des FMCG, le secteur de cosmétiques, laboratoire pharmaceutique, là où il y a un fixe plus un variable, parce qu'il ne faut pas quand même l'oublier, même si on parle de fixe, il ne faut quand même pas oublier cette part variable et tous les autres avantages. Donc là, dans ces groupes-là, il peut y avoir des gros salaires dans ces secteurs-là. Mais par exemple, dans un secteur comme l'automobile, il y a des entreprises qui payent beaucoup mieux que d'autres. Est-ce que du coup, pendant longtemps, pour t'aider à essayer de donner la réponse, moi je disais souvent que ce que je voyais en tous les cas, un Bac plus 5 qui sort, un jeune acheteur qui sort d'école, on était sur environ une trentaine de milliers d'euros brut, c'était ce que je disais il y a quelques années. Est-ce que ce chiffre-là, il a évolué? Voilà. Ah bah oui. Ah, très bien, j'ai vieilli, c'est ça. Alors, on est à combien là, aujourd'hui quand on démarre? Les salaires, ils on est quoi? C'est quoi? C'est 40 000? Alors, moi, je dirais 44 à la sortie 40, d'accord. De certains masters. 40, okay. Ça peut facilement aller à 44. D'ailleurs, je suis assez bien placée pour savoir, je pense, parce que j'enseigne à des alternants, pour être clair, les alternants du MAI. Je discute beaucoup avec eux, on fait des ateliers pour comprendre plein de choses, dont le salaire. Et les choses qui reviennent, c'est que toutes les entreprises, elles ont augmenté le salaire d'embauche. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on est sur du 44. D'accord. Est-ce que, du coup, cette part variable dont tu parles, elle est tout de suite discutée ou c'est quelque chose qui vient après, la part variable dans la rémunération? Par rapport au poste que moi je propose à mes candidats, les postes de mes clients, il y a toujours une part variable à côté. Ouais, donc cette part variable, elle varie suivant les entreprises, ça c'est pareil. Et encore une fois, dans les FMCG, c'est-à-dire les fast moving consumer goods, c'est-à-dire les produits de grande consommation, où l'innovation est très importante, où ça bouge vite, là les variables ils sont importantes en général, mais pas forcément sur des postes. D'accord. Alors, on va revenir sur la remarque d'Anthony. Et il a bigrement raison. Attention, là, on parlait de salaire brut. Quelquefois, il y a des notions de package. Parce que quand vous êtes dans des grandes entreprises, il y a des logiques d'intéressement, de participation, d'avantages qui peuvent des fois être excessivement importants. On continue sur les salaires. Point de repère. Voilà, je suis sorti de l'école il y a 5 à 7 ans. J'ai les premières expériences réussies. Ça vaut combien, ça, sur le marché, si j'ai démarré moi, selon mes postes, ça, c'est minimum 60 000 euros. D'accord. Donc ça, c'est le prix de la première expérience. Et puis ensuite, je commence à accéder à des postes à responsabilité managériale. J'encadre 1, 2, 3 personnes. C'est quoi, là? On est dans la zone 70-90, c'est par là ou... Oui, c'est ça. C'est ça? D'accord. Donc là, quand on commence à... Il y a du management, ça monte vite. Ça monte vite. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, c'est bien, merci. Alors forcément, chacun est en train de se comparer. Benjamin, il nous dit, mais 44, c'est énorme. Est-ce que vous parlez de ça sur Paris? Voilà, ce 44 dont tu parles, juste sans nous dire bien sûr où c'est, mais c'est quoi? Alors, c'est pas forcément... J'ai des exemples et on en avait parlé un petit peu à la préparation, Fabrice. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui, sachant qu'elles sont dans des villes pas forcément très attractives et on ne va pas les nommer, on ne va pas stigmatiser ces villes et ces entreprises, ils proposent plus qu'à Paris. C'est en train de changer ça. Ouais, je crois que la localisation, elle a changé aussi, parce qu'une fois encore,
la localisation des équipes achats, elles ont un peu bougé. Donc du coup, les frontières sont moins claires qu'avant. C'est vrai qu'avant on disait Paris, c'est X% en plus, les grandes métropoles, et puis après voilà, ça a un peu bougé. Alors il faut que je prenne les questions. Là, on va essayer de faire le plus possible de questions parce que je sens que ça vous intéresse. Luc, 12 ans d'achat, comment accéder à des fonctions de management? Alors en changeant d'employeur. Voilà, ou alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Sans expérience officielle de management. En clair, je veux manager, j'ai jamais managé, et si ça fait 12 ans que je suis là et que je le fais pas, qu'est-ce que je fais? Je change. On dit souvent que c'est mieux de changer pour accéder, mais du coup, si on change, on va aller solliciter quelqu'un pour du management qu'on n'a jamais fait. C'est aussi pas simple, j'imagine. Alors ça, c'est vrai que c'est des dilemmes très importants, très difficiles, mais encore une fois, si vous vous montrez extrêmement motivé, c'est un minimum, hein, et que vous ayez la big picture par rapport à ce qu'est l'entreprise que vous allez rejoindre, et que vous montrez que au moins vous avez fait du management fonctionnel, parce que je pense que tout le monde fait du management fonctionnel, c'est-à-dire indirect, c'est-à-dire en travaillant en équipe avec les autres départements, ou en gérant des personnes qui travaillent sur d'autres sites, les autres acheteurs qui travaillent sur d'autres sites par exemple. Donc ça, c'est du management fonctionnel. Donc on dit parfois que ce management fonctionnel il est plus difficile que d'avoir la main hiérarchique sur quelqu'un, parce qu'on n'a pas de poids, de pouvoir. Est-ce qu'il y a une différence dans le poids entre un acheteur de production et un acheteur hors production? Est-ce que tu sais dire que si on fait des achats de production, on a un niveau de rémunération qui peut être plus élevé? Après, ça dépend où on fait les achats hors production. Alors ça a beaucoup changé aussi, parce qu'autrefois, les achats de production étaient considérés comme les achats nobles. D'ailleurs, même physiquement, les achats hors production, ils étaient au sous-sol parfois. Les achats de production étaient plus élevés. Mais ça a complètement changé parce que beaucoup d'entreprises se sont rendues compte que les achats hors production ont un poids stratégique très important. Par exemple, on peut citer à Lyon, où tu es Fabrice, il y a Seb, pour qui les achats hors production ont le même poids en termes de volume que les achats de production, parce qu'il faut beaucoup de communication, etc. Et donc, il faut mettre donc, sur ces postes des gens qualifiés. Oui, tu as raison. Je pense que sur un certain nombre d'achats indirects, il y a des enjeux extrêmement importants, soit en termes de stratégie, soit en termes d'impact financier, soit des achats qui touchent tous les collaborateurs. Et donc, du coup, on peut avoir des... Voilà, moi, je ne pourrais pas dire que c'est mieux l'un ou l'autre. Et donc, aujourd'hui, les achats de hors production sont autant considérés que les autres. Même moi, je dirais qu'il faut plus de soft skills, c'est-à-dire de façon de faire avec les clients en interne que dans la production où tu as un cahier des charges et il faut le soutenir, alors que les prestations intellectuelles, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut mettre tout le monde dans Il faut convaincre tout le monde, il faut avoir beaucoup de soft skills. Ils sont chauds, hein, Muriel, sur les questions. Il faut qu'on aille vite. Alors, j'en y va. J'avais une question de Anne qui nous dit, est-ce qu'il y a des catégories d'achats qui sont les plus recherchés aujourd'hui? On a beaucoup parlé d'énergie ces derniers temps, mais est-ce qu'il y a des thèmes que tu vois arriver souvent, toi alors après, oui, il y a des pénuries dans... Alors, l'IT digital, c'est une pénurie. Ouais. On ne trouve pas suffisamment d'acheteurs. Les prestations intellectuelles, certaines prestations intellectuelles, les matières premières, les travaux, le transport et la logistique. Maintenant, on voit même l'achat de promotion immobilière, parce que vous savez, il y a dans notre nouveau mode d'acheter, nouveau mode de commerce, on achète beaucoup en ligne. Il y a beaucoup d'entrepôts, donc il faut acheter le terrain, il faut les construire. Donc ça, les achats de CAPEX aussi. Et bien sûr, l'énergie que tu as citée, Fabrice, où comme les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté, il faut mettre sur ces postes des gens qui vont savoir gérer ces marchés. Ok, bon, vous avez c'est un panel qui est quand même assez large aujourd'hui. Hein, voilà, il n'y a pas de catégorie miracle où voilà, ça peut dépendre aussi des secteurs. Les travaux, moi je le cite souvent parce que, alors j'allais dire tout ce qui est travaux IT. Pourquoi? Parce que ça a été souvent des secteurs, vous le savez, où les acheteurs d'une manière générale, on n'était pas très présents. Hein, c'était des métiers un peu, on nous disait tout le temps, c'est particulier, les acheteurs savent pas faire, blablabla. C'est en train de tomber de partout, hein, y compris les travaux, qui était un secteur vraiment une chasse gardée. Voilà, maintenant les achats y vont, et notamment dans les grandes organisations
du BTP qui sont voilà et bien du coup là il y a beaucoup de sujets et il manque parce que nous on le voit, on est très sollicité en termes de formation sur ces sujets-là, on a beaucoup d'expertise, mais du coup il manque de personnes. Allez, alors après il y a des questions plus perso, hein, je suis navré, mais je les prendrai pas parce que voilà, après vous contacterez Muriel et vous discuterez avec elle. J'essaie de voir ce qui peut être le plus partageable. Une question de Thierry, quel est le retour, quel est pour vous le salaire mini et moyen d'un acheteur industriel? Ah non, ça c'est sa question perso. Je la prends pas, Thierry. Bing. Différence de salaire entre un acheteur et un catégorie manager, 5 à 10 ans. C'est quoi? C'est le fait que, parce que l'acheteur catégorie manager, dans catégorie manager, il y a un manager de catégorie ou manager d'une équipe. Hein, c'est le catégorie manager, c'est normalement un manager de catégorie. Ouais, d'accord. Il n'y a pas forcément de management de personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Eri, pouvez-vous s'il vous plaît donner une indication du salaire annuel brut en fonction des profils que vous définissez dans... Ah d'accord. Bon, ce qu'on fera, parce que là du coup, vous voyez, je suis en train de on est en train de se faire déborder par toutes vos questions. Bon, peut-être qu'on fera un match retour, comme on dit, puisqu'on adore le sport. Avec Muriel à la rentrée, on va digérer toutes ces questions. Soit on fera un petit livre blanc, soit on fera un petit article tous les deux qu'on publiera sur les réseaux. Parce que là, du coup, Eri, ce que voudrait Eri, c'est que quand on a dit moins d'un an, entre 5 ans et 6 ans, etc., on essaie de mettre des salaires. On l'a un petit peu fait quand on a donné tout ça. Je vais essayer de voir si on peut prendre d'autres questions. Alors, y a-t-il, tiens, ça c'est bien, Anthony, y a-t-il des entreprises réputées plus rémunératrices que d'autres? Et il veut des noms. Est-ce qu'il y a des entreprises ou des secteurs? Je sais qu'il y en a, puisque tu m'en as cité quelques-unes. Oui, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas penser qu'au salaire, il faut penser en termes d'équilibre entre vie pro et vie perso. Et souvent, ces entreprises qui ont des salaires très élevés sont aussi très citron. Je ne sais pas comment dire autrement, mais il y a beaucoup de pression. Voilà, on ne gagne pas un salaire pour rien. Donc, mais si ce sont ces entreprises qui vous intéressent, oui, j'en connais. Bon, du coup, vous connectez avec Muriel en message privé, elle échange avec vous. Alan, il fait bien de nous repréciser qu'il y a en effet des études de salaire qui existent. Alors après, regardez toujours comment elles sont faites, mais si vous avez besoin de points de repère, il a cité, voilà, je sais que des gens comme Michael Page ou autres font ce type d'études. Oui, voilà. Voilà, ça existe. Allez voir ce qui est dit. On s'était amusé il y a quelques années à le faire, peut-être qu'on le relancera. Allez, la question de Thierry, quand même, ce qu'il va m'en vouloir. Quel est pour vous le salaire mini et moyen d'un acheteur industriel à l'international, hors de Paris, approche multisectorielle et qui a 20 ans d'expérience? Muriel, c'est la question. 20 ans d'expérience, déjà, c'est sûr que l'expérience se monnaie. Ouais. Ça n'a pas de prix. Quand on est trop vieux, on n'est pas trop cher. Et ça dépend d'où on vient aussi. Parce qu'en fait, les recruteurs, ils vont regarder votre secteur de provenance. Ouais. Et ils vont regarder ce que vous avez fait. Et voilà, donc c'est difficile de mettre des salaires sans connaître la personne. Ouais. Bon, du coup, Thierry, désolé, j'ai posé la question quand même, hein, vous remarquerez mon effort. Christine, offre de management et de transition d'achat. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup ces fameux managers de transition. Bon, quelquefois pour l'entreprise, c'est aussi parce que elle a du mal à trouver rapidement en CDI, donc elle va chercher un manager. En vérité, c'est surtout parce qu'elle trouve pas. Hein. Moi, j'ai tout le temps transition, c'est parce qu'on trouve pas. Et puis parce que c'est plus souple. Hein. On est sur une prestation qui peut s'arrêter plus facilement qu'avec un collaborateur. Donc, dans certains cas, ça peut être aussi des pistes pour vous. Hein, tu vois, toi, Muriel? Alors, en général, c'est très bien rémunéré, ce que j'en vois. Ce sont des postes très bien rémunérés. J'ai discuté avec plusieurs candidats qui en font un fer de lance, c'est-à-dire que même s'ils sont pas âgés, même des personnes d'une quarantaine d'années, qui aiment ce mode de fonctionnement parce que ça leur permet de changer souvent d'entreprise. C'est très bien payé, encore une fois. Et on ne s'engage pas sur du très long terme. On sait que l'avenir sera différent et c'est pour les gens qui n'aiment pas la routine, en fait. Alors, ce que je vous propose, d'habitude à midi, je dis au revoir, bon appétit. Là, exceptionnellement, on va se donner 15 minutes. Hein. On va aller jusqu'à 12h15. Muriel, c'est possible pour toi?
on décale de 15 minutes. C'est le temps additionnel, comme on dit au foot. Donc, je monte 15 minutes de temps additionnel, puis après, coup de sifflet. On va essayer de prendre le plus de questions possible. Là, j'en avais une intéressante de Anthony, les autres aussi, mais celle d'Anthony. Pourquoi le salaire n'est presque jamais indiqué sur les offres d'emploi? Si jamais moi j'avais... Est-ce que vous... Toi, je sais que tu l'as fait il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça assez rare. Je ne sais pas si tu as eu beaucoup de réponses, mais pourquoi en effet les entreprises ne donnent pas le salaire quand justement ça peut être... Parce qu'en fait, à partir du moment où on donne même une fourchette, les gens vont vouloir viser la fourchette haute, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai même des entreprises qui me demandent de ne pas communiquer sur le salaire pour pouvoir se donner une marge de manœuvre plus grande. Allez, mais pour moi, c'est un paradoxe parce que moi, il faut que j'attire les gens. Bah oui, c'est ça. Le salaire fait que les gens sont attirés. Donc, c'est compliqué pour moi quand on me demande de ne pas communiquer sur le salaire. Donc, je mets salaire attractif. Ouais. Question d'Alexis. Quid des entreprises qui se disent département achat mais qui font de la pro? Du coup, qui travaillent sur Excel et qui n'ont pas, ça je le rajoute, qui n'ont pas mis en place OKVO. Du coup, il ne faut pas travailler avec ces entreprises puisque du coup, ça veut dire que quelque part à l'intérieur de ces entreprises, on a une direction générale qui n'a pas encore compris, parce que peut-être qu'on lui a pas fait comprendre toute l'importance qu'on peut jouer à avoir une organisation achat performante. Mais vous, en tant qu'acheteur, soyez exigeant, allez bosser dans des univers sur lesquels, certes, vous allez amener quelque chose, mais vous allez continuer à grandir. Donc, du coup, après, si vraiment... Alors, quelquefois, vous allez dans des entreprises où vous avez un projet pour faire grandir la fonction, c'est aussi intéressant, mais des fois, c'est laborieux quand même. Donc, faites attention, j'allais dire, où vous mettez les pieds. Et là, du coup, avec 3-4 questions, vous savez vite quel est le niveau de maturité de l'organisation. On continue dans les questions. On parle de portage salarial. Du coup, le portage salarial, c'est une technique qui va permettre à un indépendant d'avoir une structure administrative, c'est ça, Muriel? Bon, du coup, forcément... Ça ne me concerne pas vraiment. Parce que voilà, on n'est pas sur ces sujets. Est-ce que le métier d'acheteur dans l'industrie, alors on nous dit, est-il sous tension? Est-ce que c'est compliqué de trouver des acheteurs dans l'univers industriel, puisqu'on parle beaucoup d'industrie en ce moment en France? Pour toutes les raisons qu'on n'a pas complètement eu le temps d'évoquer, mais comme on l'a dit, les candidats sont devenus plus exigeants par rapport à la localisation, par rapport au trajet, combien de temps le trajet dure. Ils regardent le télétravail, ils regardent l'équilibre de vie, ils regardent le salaire. Et donc, les entreprises industrielles ont du mal à trouver parfois, et même très souvent. Et donc moi j'assiste au fait que comme les candidats ont plusieurs choix, encore une fois, si on n'est pas l'entreprise la plus attractive, qui offre le meilleur salaire, qui offre du télétravail, qui a un bon bonus, plus autres avantages, intéressement et participation, etc., celles qui n'ont pas ça vont avoir du mal à attirer les gens. Allez, on va arriver quand même, parce qu'il y a des choses qu'on avait préparées et que je veux à tout prix qu'on partage. Là, avant qu'on est sur la fin du webinaire, j'aimerais que tu donnes aux acheteurs qui sont en situation de chercher un job, d'évoluer, bref, quels sont les quelques conseils que tu donnerais aux acheteurs quand ils veulent bouger, qu'ils soient jeunes diplômés, plus expérimentés, en recherche d'emploi, en poste et prêts à des mouvements. C'est quoi les conseils que Muriel, grande connaisseuse du métier, donnerait aux acheteurs? Déjà, c'est de se poser. Je me l'étais marqué, je m'ai fait un petit conseil au candidat. D'abord, c'est être capable de raconter une jolie histoire sur soi. Donc, ça veut dire avoir de bonnes expériences. Alors, je rappelle que raconter une jolie histoire, parce que c'est souvent des termes que j'emploie, c'est pas mentir. Je dis souvent, c'est séduire sans trahir. Voilà. Mais du coup, c'est pas mentir, raconter une jolie histoire, mais plutôt, pourquoi on a fait ça, comment on a fait ça, peut-être pourquoi on n'a pas travaillé pendant un temps. Tout ça, ça peut être aussi une belle histoire. D'accord. Bon conseil. Donc, donner une bonne impression sur soi dès le départ, ça passe par le CV, bien sûr.
Donc, avoir un joli CV, des fois, on voit des CV qui peuvent être pas du tout attirants. Donc, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps que moi, j'avais presque mis un CV à la poubelle et quelqu'un de mon équipe m'a dit, bah, c'est sûr? J'ai dit, mais t'as vu le CV? Et après, en discutant avec la personne, en fait, je le connaissais. Donc, j'ai discuté avec lui. J'ai dit, ah, ton profil est super, mais par contre, le CV, il y a un petit peu de boulot à faire. Donc, donc voilà. Soigner tout ce qui concourt aux éléments. Je pense qu'il faut être humble dans le nombre de fois où je vois des recruteurs me disent bah, il manquait d'humilité. Et donc l'humilité, en fait, je pense que beaucoup tombent dans ce piège de se survendre en entretien parce qu'ils sont dans un mode vente et donc ils laissent pas l'autre parler déjà. Il faut être capable de faire des petites pauses pour laisser l'autre s'exprimer, poser des questions tout simplement, pour que ça soit un échange. Okay. Il faut avoir la big picture, encore une fois, désolée d'emprunter encore ce mot qui vient surtout de mon mari, mais c'est-à-dire comprendre l'entreprise où on va et être capable de parler aussi avec cette big picture de son ex-employeur. Parce que beaucoup de gens, en fait, ils vont dire ce qu'ils ont fait en termes métier, achat, mais ils vont pas être capables de placer le contexte dans lequel ils étaient. Et ça, c'est tellement important. C'est d'avoir la big picture et pareil, quand vous allez rejoindre une société, d'être capable d'embarquer les gens dans le projet, d'être l'ambassadeur des projets. Et ça, c'est vraiment une attitude hyper importante. Super. Et aussi, un conseil que je m'étais marqué, être conscient que vous êtes en concurrence avec d'autres personnes. C'est-à-dire, il ne faut pas sous-estimer cette concurrence. Il y en a une. Et en fait, il faut tout simplement être le meilleur pour gagner. Donc, il faut quand même vous mettre une pression. Ça, c'est tes conseils aux candidats. Si maintenant, moi, j'étais un recruteur, c'est quoi les 2 ou 3 conseils que tu me donnerais? Tu as dit tout à l'heure, il faut donner envie, il faut être attractif. Est-ce qu'il y a d'autres points? Il faut rendre le process de recrutement beaucoup plus attractif, c'est sûr. D'une manière générale, le rendre plus rapide. Mettre dans le process de recrutement des gens qui vont donner envie. Il ne faut pas trop raisonner en termes de seniorité et de diplôme, mais plus en termes de compétences et de personnalité des personnes. Et être positif, donner envie encore une fois, et montrer que votre entreprise, c'est pas une entreprise où ça va être tristouné, mais une entreprise où on va être heureux d'y aller, on va être dans une équipe sympa, on va avoir des challenges intéressants à relever. Et c'est un petit peu l'optique que Barbara Lavernos, qui est la numéro 2 mondiale de L'Oréal, a posté sur un post il n'y a pas longtemps en disant « Work hard, play hard ». C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on travaille dur qu'on ne peut pas aussi prendre du plaisir à côté. Et ça, c'est aussi la philosophie de quelqu'un dont je suis proche. Oui, je partage. Allez, un dernier conseil. Je t'ai demandé que tu nous dises quel livre tu nous conseillerais. On va être bientôt tous sur la plage ou ailleurs. Est-ce qu'il y a un bouquin qui pourrait être intéressant? Celui que tu veux, hein. On n'est pas obligé d'être dans le recrutement ou tout. Un bouquin que tu nous conseilles. Alors, ça, c'est celui que je suis en train de lire. C'est le deuxième de cet auteur qui s'appelle Richard Osman. Rien à voir avec les achats, c'est fait exprès, c'est parce que je changeais un petit peu d'optique. C'est très rigolo, c'est plein d'humour. Donc c'est un Anglais, Richard Osman, c'est un présentateur de télé d'un programme assez high level en Angleterre. Et en fait, il s'est mis à écrire pendant le confinement. Il est très doué. Et en fait, ça se passe dans une maison de retraite. Et donc le premier, c'est le Murder Club, The Thursday Murder Club. Je crois qu'en français, c'est le Murder Club du jeudi, quelque chose comme ça. Ok. Et c'est très rigolo parce que on passe un bon moment. Voilà. Génial. Bon, écoutez, je suis sûr qu'il y a malheureusement quelques frustrés. Alors, on va faire quelque chose avec Muriel, je vais en parler avec elle, mais on va récupérer toutes les questions que vous avez posées dans ce webinaire. Et puis, on va essayer tous les deux, avec un petit ping-pong, à essayer de vous mettre quelques réponses comme ça, peut-être pour publier un article ou un post. Voilà, on va retenir quelques questions. Voilà, si je sens qu'il y a vraiment des besoins, et si Muriel est d'accord, on fera peut-être une séance à la rentrée de septembre. Voilà. Et après, je répète que Muriel Crichton, vous la trouvez sur LinkedIn. Vous
pouvez vous connecter, échanger avec elle. Alors attention, hein, elle comme moi, on a des métiers avec des activités, des clients et du chiffre d'affaires. Donc on essaie de vous aider le plus possible, mais elle ne pourra pas passer ses journées à avoir des entretiens individuels avec tout le monde. Ça, c'est juste pour te protéger, Muriel, du flux de questions que tu vas avoir. Voilà. Moi, je dirais, les gens, ils sont respectueux. Pas de problème avec ça. En fait, ça fait partie de mon métier d'avoir du temps pour les gens. Et ça, c'est aussi un conseil qu'on peut donner à tout le monde, c'est d'être généreux avec son temps. Bon, super. Eh ben, je te retrouve bien là. Un grand merci pour ce temps. Merci à vous d'être restés avec nous à la fois aussi longtemps et aussi nombreux, puisqu'une fois encore, on vient de battre notre record sur ce début d'année. Il me reste à vous dire de continuer à défendre vos positions, à argumenter et à rester humble. C'est un beau message aussi. C'est une belle qualité, l'humilité. Ça n'empêche pas d'être ambitieux. Voilà. Et de vous dire qu'il y a du monde qui veut du job et les bons jobs, on est plusieurs à les vouloir. Voilà. C'est ça, Muriel, les grands messages? Oui, je pense qu'on peut finir par donner envie, que ce soit candidat ou recruteur, il faut donner envie. Allez, ça sera la conclusion de ce webinaire. Je vérifie juste si j'ai rien oublié de vous dire. Ah, si. Oh, zut, j'allais oublier. Nos prochains événements. Bon, là, on va rentrer dans la phase d'été. Donc, comme tout le monde, on va faire un break et on va rediffuser des choses comme à la télé. On va rediffuser des webinaires qui vous ont intéressé, mais il n'y aura pas de grande nouveauté. On va redémarrer, nous, chez Crop & Co, le 29 septembre. On fait une matinée sur les achats à Lyon, à Grenoble, le 29 septembre. C'est un vendredi matin, toute la matinée, avec l'intervention de Hugues Poissonnier, qui est un grand prof d'achat qui est basé à Gênes, à Grenoble. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site de Crop & Co. Ça, c'est une matinale en présentiel. Voilà. Et puis, je vous prépare des nouveaux webinaires. Alors, il y en a un, on n'y coupera pas, sur l'intelligence artificielle et les achats, avec des exemples très concrets de ce que vous allez pouvoir faire à cet assistant qui s'appelle ChatGPT. Et puis, on a d'autres sujets autour de LinkedIn, autour de l'influence. Bon, on réfléchit à tout ça. Merci en tous les cas de nous suivre. Passez une bonne journée. J'espère que du coup, ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair. Le sujet est très vaste, donc il est un peu sans fin. Mais voilà, continuez à avancer. Mettez le paquet sur le métier achat. Il faut qu'on continue à le faire grandir. Et puis, si on ne se reparle pas de vive voix, Muriel, un bel été à toi. Une grosse bise à qui tu sais et à très bientôt. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à tout le monde et à bientôt. Merci à vous. Au revoir.